Bonjour à tous, bonjour Marc Fesneau, merci d'avoir accepté notre invitation en cette période assez chargée à l'Assemblée. Député MoDem du Loir-et-Cher et président du groupe Les Démocrates de l'Assemblée, bien sûr, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre des Relations avec le Parlement, ce sont des thèmes tout ça qu'on va aborder au cours de notre rencontre. Juste un mot avant de laisser la parole à Chantal pour les premières questions, pour vous rappeler notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale. Qu'un live tweet est assuré sur le compte de l'AJP. Et tout de suite, la parole à Chantal pour une première question sur l'élection américaine. Oui, bonjour Monsieur le Président. Évidemment, la question, bizarrement, va porter sur l'élection américaine. Donald Trump à nouveau à la Maison-Blanche. Qu'en pense l'Européen que vous êtes et bon, bien sûr, le dirigeant politique français, mais aussi l'Européen. Bon, d'abord, je disais ça juste en arrivant. Je pense qu'il y a moins... Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci. Il y avait longtemps que je m'étais retrouvé dans cette salle et devant vous, donc je suis très heureux de pouvoir renouer avec ce moment-là. Première chose, d'abord, il y a 8 ans, on avait été un peu saisis du moment Trump. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, on avait été surpris du choix qu'avaient produit les Américains. On ne peut pas dire qu'on soit complètement... Alors, il y avait beaucoup d'incertitudes dans le scrutin, personne ne savait. Alors après, c'est le jeu des pronostics. Il y a ceux qui savaient, qui connaissaient des amis, qui leur expliquaient que ça allait être une vague républicaine ou une vague démocrate. Bon, on est un peu lointain, il faut être un peu prudent sur ce genre d'exercice. On est moins surpris parce qu'on a bien vu que cette campagne s'est quand même nourrie beaucoup des thèses et des thèmes qui étaient portés par M. Trump. Et d'ailleurs, y compris le mandat de M. Biden a été ponctué du tempo qu'a donné M. Trump. D'ailleurs, ça doit être une leçon politique en général, c'est quand vous vous laissez dicter les thèmes et le tempo par les populistes, à la fin, c'est les populistes qui gagnent. Première leçon. Deuxième leçon, qui est plutôt une bonne nouvelle, même si je reconnais que ce n'était pas mon favori au sens électoral du terme, parce qu'on a le droit d'avoir des préférences, c'est normal, même si on essaie de ne pas se mêler des élections des autres. Le vote est clair. C'est-à-dire que nous ne sommes pas rentrés, et c'est mieux dans une démocratie qu'on ne rentre pas dans une période d'incertitude où on sache que dans 1 mois, 2 mois, qui est le vainqueur de l'élection. C'est mieux quand c'est clair, je pense. Je salue d'ailleurs ce qui semble être quand même le fait que les démocrates acceptent leur défaite. J'aurais aimé qu'en 2020, nous n'assistions pas aux scènes auxquelles nous avons assisté. Parce que la démocratie, ce n'est pas accepter la victoire, c'est accepter la défaite, en fait. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans les discussions qu'on aura tout à l'heure. La démocratie, c'est d'accepter la victoire de l'autre. Toute ressemblance avec des personnages ou des situations ayant déjà existé serait purement fortuite. Donc on a besoin de ça. Il y a cette stabilité. Après, je réponds à la question que vous posez. Parce qu'après, il serait peut-être temps que l'Europe... D'ailleurs, c'est ce qu'a porté le président Macron depuis 2017. Le discours de la Sorbonne, c'est exactement ça. Il serait temps peut-être que nous saisissions de ces moments démocratiques des autres pour se poser nos moments à nous démocratiques et nos objectifs à nous, Européens. La vérité historique m'oblige à dire qu'il ne date pas de Trump que l'Amérique s'intéresse moins à l'Europe. La vérité m'oblige à dire que même si nous partagions au vu de France une grande accointance avec M. Obama, M. Obama s'était éloigné du sujet européen. Il considérait que l'enjeu mondial n'était plus là. Et qu'il était d'ores et déjà, à cette époque-là, c'était avant 2016, il était en Chine. Et ça devrait nous inviter, nous, Européens, à nous saisir de cette question pour dire comment on défend nos économies, comment on défend nos modèles démocratiques, comment on défend notre défense, comment on défend nos frontières, Et donc, il serait temps que l'Europe se pense enfin, et je répète, c'est ce qu'a porté le président de la République. On n'a pas toujours été entendu, ça n'a pas toujours été facile, et ça reste difficile. Mais il faut que l'Europe se vive comme puissance, qu'il ne faut pas être complètement dupe. M. Biden, avec son IRA, il a eu une politique très protectionniste et très de compétition débridée avec l'espace européen, tandis que nous, on refuse les alliances industrielles. Nous, on est pour la concurrence libre et non faussée. Mais il n'y a plus que nous qui pensions que la concurrence est libre et non faussée. Elle est totale, elle est absolue et elle est totalement faussée par tous les acteurs du jeu. Et on voit bien d'ailleurs que les grandes instances internationales, l'Organisation mondiale du commerce, enfin, tout le monde se fiche de
toutes les instances qui étaient des instances de régulation et des juges de paix commerciaux. Enfin, globalement, chacun vit sa vie à l'écart de toutes ces instances de régulation multinationales. Si nous n'en tirons pas, comment dirais-je, conséquences pour nous, Européens, à la fin, c'est nous qui perdrons. Hein. Parce que l'Amérique est, même si elle est fragile, y compris d'un point de vue démocratique, l'Amérique est puissante et se rêve toujours puissance. Et les Chinois sont puissants et les Indiens sont... Il faut arrêter de dire qu'ils sont émergents. Et donc, dans ce jeu où il n'y a plus d'acteurs coopératifs et où même nos alliés sont quand même sur une forme d'isolationnisme, parce qu'il n'y a pas que l'isolationnisme de M. Trump, il y a l'isolationnisme un peu américain. Je ne dis pas qu'il faut être isolationniste, que je vais finir par ça, pardon, je suis un peu long, mais c'est un sujet important quand même, parce que le sujet européen, c'est un sujet français, hein, quand même. Il est temps qu'on se saisisse, des enjeux, et de dire que nous sommes en danger grave au niveau européen d'un point de vue économique, social et donc démocratique, et que dans l'histoire européenne, quand nous avons été dans ces dangers graves, ça a mené à des crises qui n'ont pas été des petites crises, et à des conflictualités qui n'ont pas été des petites conflictualités. Alors toute ressemblance, là aussi, elle ne serait pas fortuite, et il ne faut jamais penser que l'histoire se répète, mais parfois elle bégaye, l'histoire. Et dans ce moment-là, il faut qu'on porte une voix singulière, qui est la voix de ceux qui défendent un modèle démocratique sans donner des leçons aux autres, mais qui défendent quelque chose de l'ordre des valeurs du droit des hommes et des femmes singulièrement d'ailleurs, de la question environnementale comme un objectif, non pas en soi, mais un objectif mondial et planétaire, parce que c'est un objectif qui devrait inciter à la coopération, et sans être dans la concurrence libre et non faussée, qui pensent que l'heure est plutôt à la coopération qu'au repli sur soi. Les sujets qu'on a devant nous, les sujets de flux migratoires, les sujets de dérèglement climatique, les sujets de modèle économique dont on ne sait pas à quoi il va ressembler dans 20 ou 30 ans, si nous ne le faisons pas en coopération avec le reste du monde, on n'arrivera pas à relever le défi, parce que les gaz à effet de serre, ce n'est pas un sujet français, hein. Ce n'est pas un sujet européen, c'est un sujet mondial, parce que le gaz à effet de serre chinois égale le gaz à effet de serre français. Hein. Et donc on a besoin de porter cette voix, non pas isolationniste et un peu de chacun pour soi, et au fond Dieu reconnaîtra les siens, mais personne de naïf, et collectivement, comment on fait en sorte de relever les défis plus que jamais mondiaux. Les défis qu'on a sont des défis désormais totalement mondiaux. C'est peut-être la première fois dans l'histoire où on ne peut pas simplement penser que ce qui se passe en Chine ne nous est pas commun, partagé d'une certaine façon. Et donc on a besoin pour le coup, que l'Europe, pardon je suis trop long, mais on a besoin pour le coup que l'Europe d'abord se pense dans ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense sur ces sujets-là, le dise de façon commune, parce que le pire mal qui nous ronge, c'est le chacun pour soi européen. Oui, mais justement, est-ce que vous pensez que l'Europe est capable de relever ce défi? Bon, disons que là, elle est directement menacée. Est-ce que ça peut être même un bien, d'une certaine façon, dans la mesure où elle réagirait enfin dans un sens commun? J'ai noté avec intérêt, d'ailleurs, je trouve très bien que le président de la République, son premier geste soit de féliciter le vainqueur, puis d'appeler Olaf Scholz. Deux puissances européennes qui sont quand même singulièrement chahutées en ce moment. Scholz dans sa coalition et dans un mécanisme économique qui est encore plus défavorable que le nôtre. Et nous, pour les raisons qu'on va peut-être évoquer après. Mais je trouve que si nous on a tous les moyens de faire le sursaut. Après, est-ce qu'on y arrivera? Pour l'instant, on n'y est pas complètement arrivé, parce que je vois bien les déclarations du chacun pour soi européen. Et alors, il faut qu'on arrive à faire mieux vivre les instances démocratiques européennes. Et moi, je pense que c'est une question de vie ou de mort du projet européen, cette affaire-là. Si nous n'arrivons pas à surmonter les sujets de crise ukrainienne, les sujets de défense commune, les sujets de stratégie industrielle offensive, et pas on subit à chaque fois et après on prend des pauvres mesures de restriction, mais dont nous n'avons pas les moyens, parce qu'au fond, on a besoin de commercer avec les autres. Si nous ne prenons pas ces enjeux-là, il y a un risque majeur de l'effacement de l'Europe dans le monde. Hein. Mais je n'ai pas peur de le dire. Le président de la République le porte. Je pense qu'on a besoin à la fois de porter ça en disant que l'avenir des nations européennes, c'est un avenir qui ne peut exister que collectivement et pas solitairement. Si chacun, nous allons voir les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens individuellement, à la fin, ça sera à la découpe. Et on finira à la découpe. Donc, il y a les voies et moyens de le faire. Hein. Est-ce qu'on arrivera à trouver un espace européen qui trouve peut-être les voies de convergence? Après, je pense qu'on
On a beaucoup porté l'espoir européen sans regarder que le sujet était un sujet qui n'était plus tout à fait le bloc Est-Ouest. Enfin, tout ça s'est construit dans une phase un peu euphorique, reconnaissons-le, qui était la chute du mur de Berlin, la domination et l'hégémonie intellectuelle du monde dit occidental, etc., etc. Je pense qu'on a besoin de repenser l'ensemble de notre place dans le monde, mais je pense qu'on peut avoir une place singulière qui soit une place d'équilibre entre les grandes puissances. Parce qu'il y a des tas d'autres pays qui n'ont pas envie d'être soumis au joug des grandes puissances. Est-ce que là, on ne pourrait pas, nous, essayer de jouer cette partition-là? Oui, Nicolas, là-dessus encore? On va essayer. Ouais. Oui, pardon, ça va me mettre plusieurs questions, si vous me permettez, puis si vous ne voulez pas y répondre, j'y reviendrai plus tard. Je vous le dirai. D'abord, est-ce que vous pouvez être plus précis quand vous disiez au départ que les thèmes de campagne avaient été ceux de Trump qui l'avaient emporté? Deuxième point, quand vous venez d'expliquer qu'il fallait que l'Europe réagisse, est-ce que deux présidents affaiblis, Scholz et Macron, peuvent porter cette résurrection, si j'ose dire? En tout cas, troisième point, au fond, la victoire n'est pas seulement celle de Trump, elle est Trump plus Musk, c'est-à-dire le menteur plus le super menteur, ou enfin celui qui propage les mensonges. Je veux dire, face à ça, je veux dire, ça ne sert plus à rien de dire qu'il faut opposer le tchèque ou la vérité. Je veux dire, c'est un raz-de-marée. Donc sur ces trois points, qu'est-ce que vous me répondez? Alors attendez, je reprends dans l'ordre. Premier point, les thèmes de campagne. Les thèmes, c'est les thèmes et les attitudes même. Les thèmes, Trump, il a été sur les sujets migratoires, c'était les sujets de 2016, oubliant lui-même qu'il ne les avait pas résolus entre 2016 et 2020. Deux, c'est vrai quand même, il a gagné en 2016 sur ce thème-là, en partie. Deux, il a gagné sur un thème qui s'est infusé, y compris dans la campagne de Harris et dans la politique de Biden, America First. Repli américain, isolationnisme d'une certaine façon. Trois, il a désigné à la vindicte le reste du monde d'une certaine façon, même si la Harris ne s'y est pas, me semble-t-il, commise. Et donc, ça c'est la question de fond, si je peux dire. America First, isolationnisme, immigration. Le sujet dont il ne faut pas se délier complètement, qu'on n'a pas vu monter, enfin qu'on n'a pas vu parce qu'on est loin et qu'on n'y vit pas, mais qu'un sujet qu'on vit aussi, c'est le sujet inflationniste, pouvoir d'achat, qui a quand même été très puissant malgré les politiques menées par Biden. Et puis sur la forme, il a quand même amené tout le monde au niveau le plus, comment on va dire, binaire, basique du débat public. Et quand vous voyez que le président Biden a été jusqu'à traiter, sans être tout à fait clair, enfin les électeurs républicains d'ordure, ça veut dire que lui-même est allé au niveau où était Trump. C'est-à-dire que Trump, il a imposé aussi la façon d'organiser le débat public. C'est pour ça que, y compris ici, dans cette assemblée, je dis toujours que si vous allez avec les mêmes techniques, les mêmes mots, les mêmes attitudes que le populiste, à la fin, c'est le populiste qui gagne. Et si vous allez sur leur thème et que vous courez derrière eux, Jean-Marie Le Pen a eu une fois une phrase vraie, c'est « les gens préfèrent toujours l'original à la copie ». Parce que c'est celui qui donne la thématique qui gagne la thématique. Et donc à nous d'imposer dans le débat public, me semble-t-il, des sujets qui sont des sujets qui font écho et résonance avec ce que disent nos concitoyens, mais d'une façon différente et pas en allant aux autres. Et donc il a dominé à la fois ce qui étaient les thématiques, et deux, il a dominé la manière de faire. C'est-à-dire qu'on a bien vu, y compris chez les démocrates, laisser aller d'une certaine façon, à courir, ce que j'ai dit sur ce week-end, on va au caniveau tous ensemble. Mais à la fin, c'est les plus habitués à ce genre d'exercice qui gagnent. Donc premier élément. Deuxième élément, est-ce que deux présidents, enfin c'est pas deux présidents ou un chancelier et un président affaibli, c'est deux puissances qui sont globalement en difficulté en ce moment. Si c'est pas dans ces phases-là qu'on peut faire le sursaut, c'est jamais quand ça va bien qu'on fait les sursauts. C'est la nature humaine, et quand ça va bien, on ne se pose pas de questions. Donc, quand ça va mal, généralement, on peut se poser, me semble-t-il, des questions. Et donc, ce n'est pas complètement incohérent et iconoclaste de penser que ça peut être le moment et que ça peut être utile. Il me semble que ça, c'est un élément très important. Troisième point, c'était... Trump-Musk. Oui, alors là, c'est un élément supplémentaire par rapport à 2016. Alors, 2016-2020, la puissance des réseaux sociaux, même si à l'époque, Musk n'était pas patron de X, Twitter, mais cette puissance de feu-là, moi je pense qu'elle est une puissance qui a beaucoup marqué les ingérences, d'ailleurs étrangères. Et moi,
je pose quand même la question de la régulation de ces outils, et l'Europe est singulièrement à la fois à dire des choses, Thierry Breton l'a beaucoup porté d'ailleurs ces sujets-là, mais avec quand même des dissonances européennes, au point que Thierry Breton s'était fait reprendre par la présidente de la Commission quand il avait poussé, semble-t-il pour elle, trop loin le bouchon. Mais la question des réseaux sociaux est une question au-delà de qui les manœuvre, mais en soi, la question des réseaux sociaux, et on voit avec Musk la démonstration totale de quand ça va dans les mains de quelqu'un qui en fait un objet politique, c'est absolument terrible. Et je suis souvent un parterre de journalistes, je pense que la question de la vérité, enfin de la vérité, de la véracité des faits décrits est une question qui est largement devant nous. Je pense que nous avons un problème devant nous. La démocratie, c'est pas que les parlementaires, c'est pas que les institutions, le Conseil constitutionnel, c'est aussi la capacité pour les gens qui font le métier que vous exercez à le faire sans être en permanence, à juste essayer de vérifier que quelqu'un n'a pas dit juste un fait qui est faux. On peut avoir une opinion, hein, c'est un autre sujet. Et là, la collusion des deux est une collision assez terrible parce qu'en plus, on promet à M. Musk des postes à responsabilité, si je comprends bien, dans l'administration de M. Trump. Ce qui serait d'ailleurs curieux, parce qu'il y a une collusion non seulement du réseau social, mais d'un modèle économique spatial, d'un modèle économique automobile. Parce que M. Musk, il ne se contente pas d'avoir que Twitter. Et je reconnais là humblement que nous n'avons pas encore trouvé les voies et moyens, c'est compliqué de les trouver, pour réguler ça et ne pas être soumis. Parce qu'aujourd'hui, c'est Musk, demain, ça peut être un autre qui prend Facebook ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire... Tout ça en chaîne va corroborer la thèse qu'il faut tenir ces outils-là pour essayer de tenir plus que le pouvoir. On peut faire un peu de publicité en inviter à lire Les ingénieurs du chaos. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ajoute, d'ailleurs, dans la dernière... pardon, j'ai oublié de dire ça dans mon premier propos, c'est manifestement, M. Trump aura tous les pouvoirs. Il devrait avoir le Congrès, le Sénat, enfin, la Chambre, le Sénat, enfin le Congrès, et la Cour suprême. Plus, parce que j'y pense à cause de votre question, plus un réseau social puissant, puisque nous l'utilisons un peu tous. Parce que tout le monde dit qu'il faut en sortir, et en fait, on a tous du mal à en sortir. Bon, voilà. Donc, et les puissances adversaires s'en servent contre nous, et se gardent bien de l'avoir chez elles, d'ailleurs. Parce qu'elles ont compris, les puissances les plus restrictives de liberté, elles ne jouent pas avec les réseaux sociaux comme ça. Donc oui, c'est une collusion inquiétante pour l'avenir de nos démocraties. Oui, c'est une collusion très inquiétante. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'élection américaine? Sinon, on va passer par une autre question d'actualité avant de passer au budget. Sur l'élection américaine? Oui, juste un mot. Oui. Est-ce que vous pensez que la situation est aussi grave qu'au moment de la crise financière de 2008-2009 qui a amené Nicolas Sarkozy à l'époque à fonder le G20 et qui amènerait éventuellement les Européens à se ressaisir? Oui, alors c'est pas, pardon, ce n'est pas l'élection de Donald Trump. C'est l'intensité de la grave. Oui, non, mais l'élection de Donald Trump vient en rajouter dans une intensité de la crise qui est déjà très forte. Oui, je suis certain que le président de la République est dans le dialogue qu'il a noué dès ce matin. Enfin, je veux dire, c'est assez intéressant de voir, et positivement intéressant de voir que la première réaction française, c'est de parler à nos voisins et amis allemands. Parce que c'est avec eux qu'on va essayer... Enfin, je répète, c'est un danger mortel pour l'Europe. Et là, l'arrivée de Donald Trump vient continuer à jalonner le chemin de petits cailloux qui montrent qu'on est sur un danger mortel. Donc oui, et ça nécessitera sans doute qu'on prenne un certain nombre d'initiatives. Je passe à autre chose. Le plan social annoncé hier par Auchan et les fermetures d'usines annoncées par Michelin suscite évidemment de l'inquiétude localement pour les bassins d'emploi et de vie concernés. Il y a eu plusieurs questions au gouvernement, évidemment, sur ces sujets-là hier. Est-ce que vous considérez, et qu'est-ce que vous en pensez de ces sujets-là, mais que c'est lié à des difficultés particulières de ces entreprises? Et est-ce que vous faites le lien avec une inquiétude qui monte sur les défaillances d'entreprises en général? Et d'ailleurs tout ça peut rebondir dans les questions budgétaires, mais sur Auchan et Michelin, et plus globalement sur un climat qui semble passer un petit peu à l'inquiétude. Que peut faire le gouvernement aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, le climat. J'aurais tendance à distinguer un peu Auchan et Michelin. Je pense que ce n'est pas tout à fait de sujet de même nature. On sait depuis des années que les parts de marché d'Auchan se réduisent. Et on sait que le modèle Auchan, qui est plutôt un modèle hyper centralisé par ailleurs, sans faire de jeu de mots, puisque Leclerc c'est super hyper, mais c'est très autonome.
franchisé, comme on dit, n'est pas du tout le même modèle que Auchan. Et Auchan n'étant pas sur... il y a peut-être un problème, mais je n'ai pas de leçon à donner, hein, c'est juste, j'essaie de décrire. Hein, étant peut-être sur un sujet de positionnement, avec l'émergence de Lidl et d'autres, je ne vais pas faire toutes les marques, là je vais faire le sentiment que je fais l'éloge de la grande distribution. Bref, et Leclerc étant toujours sur le même combat, qui est le combat du prix le plus bas, dont je ne suis pas sûr que ce soit le combat de l'emploi français. Hein, mais ça, c'est un autre sujet. Donc on sait depuis des années que Auchan est en risque. Voilà. Comme Cora était en risque d'ailleurs. D'une certaine façon, on a vu ce qu'il en est advenu. Donc là, c'est plutôt un sujet de stratégie d'entreprise, de regarder comment ce géant lui-même peut essayer de se restructurer. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que dans la grande distribution. Reconnaissons aussi que nous sommes un pays qui a beaucoup de surfaces de mètres carrés commerciaux et tout le monde reconnaît qu'il y en a trop. Hein. Et tout le monde reconnaît qu'à terme, l'intrusion de la livraison à domicile, de la commande par Internet, fait que ces mètres carrés-là, ce modèle-là est un modèle compliqué parce que c'est un modèle à très faible marge et gros volume. Et quand les volumes diminuent, il y a quand même un problème dans une bataille, une guerre des prix absolue. Bon, ça c'est sujet Auchan. Et je reviendrai à la question globale. Sujet Michelin, c'est un sujet, en tout cas c'est ce qu'on décrit, et je crois qu'il faut être attentif à ça, c'est un sujet de compétitivité intra-européenne, hein. C'est même pas seulement extra-européenne. Plus un marché automobile, enfin j'ai entendu hier ou avant-hier que les prévisions de diminution de 20 à 30% des ventes automobiles. Enfin, je ne crois pas vous faire apprendre quelque chose en disant que dans une automobile, il y a 4 roues. Il fut un temps, il y en avait même 5. Quand on avait le droit à une roue de secours. Mais en tout cas, évidemment, quand vous voyez moins de ventes automobiles, vous vendez 4 fois moins, si je peux dire, de roues. Et de pneus, donc, et donc Michelin. Deux, je ne voudrais pas qu'on fasse des griefs complètement à Michelin non plus. Après, je reviendrai sur la situation des gens, parce que derrière, il y a tout ça, on décrit des macros, et après, il y a des situations, des familles, des salariés, des gens qui s'inquiètent, et des situations personnelles qui vont être très difficiles. Mais Michelin a plutôt une politique salariale qui était une des plus... On sait qu'ils étaient au-dessus des autres. D'un point de vue salarial, ils ont plutôt fait le choix de rester en France, quand même globalement, y compris le siège. Une des rares entreprises du CAC 40 dont le siège est resté en province. Donc on ne peut pas dire que c'est une entreprise qui soit simplement le produit d'un fonds de pension, ce n'est pas le sujet. On a donc un sujet, et j'en viens à la fin de votre question, on a donc un sujet, et il faut qu'on regarde stratégiquement, et c'est là que le sujet européen revient. Nous avons des secteurs entiers, si nous n'y prenons pas garde, à la fois en termes de recherche, d'innovation, de compétitivité entre nous, qui sont en danger. Le secteur automobile, avec la concurrence, l'intrusion chinoise sur le secteur, par exemple, électrique. Et donc, il faut qu'on garde des coups d'avance, moteur à hydrogène, l'électrique, le thermique sous une autre forme. Et pour le coup, on a besoin d'accompagner ce que sont des gains de productivité, d'innovation et de compétitivité. Et donc là, on a un sujet, me semble-t-il, absolument majeur, le secteur automobile étant émergent. Troisième élément d'analyse, ou quatrième élément d'analyse, on a vécu une période un peu que tout le monde, y compris vous, décriviez comme atypique, c'est il y avait très peu de défaillances, on avait moitié moins de défaillances pendant 4 ou 5 ans. Effet Covid, effet prendre relance, effet de... D'ailleurs, je lisais un économiste qui disait ça ce matin, effet aussi d'attente d'un certain nombre d'acteurs économiques qui disaient on a un petit défaut lié à l'inflation et à la crise Ukraine, ça va repartir. Et donc ils ont gardé plutôt leurs effectifs salariés parce qu'on sait à quel point garder ces compétences, c'est un sujet central pour les entreprises, notamment les grands groupes. Et là, ils voient que, au fond, la croissance ne va pas repartir de sitôt et que donc là, ils sont au bout de l'exercice comptable, si je peux dire. Donc c'est sur ça, malheureusement, c'était un peu un scénario qu'on pouvait craindre. Alors, par rapport à ce que peut faire le gouvernement, moi j'ai entendu Michel Barnier, je crois que chacun est attentif, et d'ailleurs Michelin l'a dit pour ce qui le concerne, à ce que devienne la situation des salariés et que ça ne soit pas du ciment sec et que dans les groupes on puisse s'orienter. Mais enfin, quelqu'un qui est à Vannes, il ne va peut-être pas aller retourner à Clermont-Ferrand parce qu'il y a des gens, il y a des vies et des familles derrière tout ça. Les plans de départ volontaires, enfin bref, il faut qu'on essaie de trouver l'accompagnement. Ça, c'est pour l'immédiateté et l'urgence des situations collectives et individuelles. Et je crois comprendre que Michelin sera plutôt au rendez-vous, comme sans doute Auchan d'ailleurs. Mais le deuxième sujet, c'est il faut qu'on garde ce leader mondial qui est Michelin. Donc il faut qu'on se pose des questions, et ça c'est plutôt le travail qu'on doit faire avec le gouvernement, mais qui est dans un travail européen, c'est qu'est-ce qu'on fait pour gagner en compétitivité et en productivité dans ce pays et au niveau européen. Comment on mène la bataille. Sur le pneu, nous étions quelques leaders mondiaux et Michelin n'était pas le plus en retard de la main. Mais d'autres vont émerger. Comme sur l'automobile, on a vu émerger les Chinois. Et donc le gouvernement, il me semble, doit continuer à s'atteler. Alors ça nous amènera au sujet budgétaire. À faire en sorte que la France continue à être attractive, non pas seulement pour que des gens veuillent s'installer, mais pour que des gens qui sont installés
trouve une forme de compétitivité et de productivité. Et c'est ça tout l'enjeu qu'on a devant nous, parce que là, le premier acte, sans doute, d'une série qui pourrait se développer si on n'y prend pas garde. Parce que sur l'automobile, quand on vous dit moins 20 à 30%, aujourd'hui, personne ne parle du sujet emploi et usine. Mais si ça dure, évidemment qu'on va avoir un problème. Donc la question, c'est quel est le modèle qui est en train de se construire. Puisque vous évoquez le budget, et c'est vrai que c'est un peu dans le droit fil de ce qu'on vient de dire sur les sujets économiques, avant de passer aux questions de fond et qui rejoignent ces sujets économiques, comment est-ce que vous vivez, vous êtes député, président de groupe, vous avez été ministre des Relations avec le Parlement, comment est-ce que vous vivez cette séquence budgétaire assez inédite? On a vu hier soir le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va passer au Sénat sans avoir été adopté. Les débats n'ont pas été terminés, mais sans avoir été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, que ce soit par un vote ou un 49.3, ce qui est une première. On verra s'il se passe la même chose sur le projet de loi de finances. Tout ça est assez inédit, sans doute assez incompréhensible pour les Français. Quels premiers enseignements vous tirez de cette séquence budgétaire sur le travail de l'Assemblée, sur ce qui peut en être perçu par les Français, puis on abordera évidemment ensuite les différents sujets de fond. À défaut d'enseignement, parce que c'est peut-être un peu tôt, mais peut-être des impressions, si je peux dire. D'abord, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens qui essayent de nous regarder. Alors, laissez-moi, j'allais vous dire ça. La question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde plus de 5 minutes? Donc, dans ce monde d'immédiateté, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas juste les capsules vidéo que font d'ailleurs eux-mêmes les parlementaires, parce que c'est quand même l'objectif d'un certain nombre d'interventions. On va se raconter l'histoire. Premier sentiment général, c'est un sentiment, pardon de le dire ainsi, et c'est un parlementaire amoureux du Parlement, amoureux de l'Assemblée nationale, qui le dit, c'est un grand sentiment d'irresponsabilité et d'incohérence. Vous avez hier des gens qui, à 23h30, découvrent qu'il reste 400 amendements et qui disent on peut finir dans la nuit. Bon, au-delà du grotesque d'aller voter des amendements importants à 4h30 du matin, on est la seule démocratie du monde qui travaille comme ça. Enfin, je veux dire, une espèce d'épopée héroïque de l'amendement obtenu à 4h45. Bon, s'il s'agit de se coucher tard, comme c'était la nuit américaine, ça nous aurait occupés. Mais c'est quand même, honnêtement, grotesque, cette façon de travailler. Grotesque. Deux grands sentiments d'irresponsabilité, PLF et PLFSS confondus, parce que, enfin, à moins que quelque chose m'ait échappé, tout le monde dit que la situation budgétaire est complexe. Il ne faut pas dire compliqué, il ne faut pas dire risqué. Et à la fin, on n'a pas fini la deuxième partie du PLF. Donc je ne vois pas très bien comment on va réussir à la faire examiner. On est déjà à plus 40 milliards de dépenses. Je vais d'ailleurs faire le calcul, pour ceux qui fument encore, de l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. On doit être entre 8 et 12 000 euros désormais, puisque tout est gagé sur les paquets de clopes. Tout le monde s'en fiche. C'est pas grave, je gâche ça. Enfin, je veux dire, une espèce de déresponsabilisation collective. Plus 40 milliards, on est déjà, de dépenses. Alors que j'avais compris qu'on avait un sujet d'économie. Je rappelle, c'était moins 40 milliards, théoriquement. Là, on est à plus 40 milliards. Et on avait dit, d'un point de vue fiscal, que peut-être qu'il fallait, pour les raisons qu'on vient d'évoquer de compétitivité, moi je trouve que c'est normal qu'il y ait une logique, qu'il y ait un effort fiscal qui soit demandé, c'est aussi une question d'acceptabilité pour les Français. Et en particulier qu'il soit demandé à ceux qui ont le plus la capacité à contribuer, sans faire la chasse aux riches, qui est un élément absolument grotesque. Bon, on est sur PLFSS à plus 20 milliards, et sur PLF, première partie, entre 40 et 80 milliards selon la police ou les organisateurs. Bon. Donc, première irresponsabilité, c'est celle-là. Deuxième irresponsabilité, tous ces gens qui nous disent on veut débattre jusqu'au bout, ce que je souhaite aussi, parce que je pense que... pardon, hier, entendre M. Gage dire qu'on veut débattre jusqu'au bout, quand il a déposé une motion de rejet qui nous a occupé 1h30 en début de séance, pour, descendant de la tribune, en catimini, dire au fait, je ne vous ai pas dit, mais je la retire, qui fait perdre du temps à qui, là? Pardon. Enfin, il y a un moment, il va falloir que les gens soient un peu cohérents. Soit ils veulent qu'on débatte et que le Parlement reprenne ses prérogatives, et singulièrement l'Assemblée nationale, parce qu'à la fin, ça va se terminer, que tout va être débattu au fond, au Sénat, avec des choses dont on sait qu'elles sont faisables ou pas faisables, mais quand même plutôt faisables, et l'Assemblée va se délester de ses prérogatives. Le budget, quand même, il me semble que la Constitution dit que le budget, comme le reste d'ailleurs des textes, c'est l'Assemblée a le dernier mot. Enfin, encore faut-il que l'Assemblée se donne les moyens de dire un mot. Or, elle se rend par son espèce de je ne sais pas comment qualifier le terme,
d'abondance d'amendements et de verbiage, elle se rend muette. Et quand on aime le Parlement et l'Assemblée nationale, on ne peut que le regretter. Donc on a un sujet quand même de ceux qui sont dans l'opposition font exactement l'inverse de ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été dans la situation de gouverner. Et parfois même dans la majorité, on a du mal à assumer, y compris, je le dis, moi j'essaie avec mon groupe de tenir les choses, j'ai dit à mon groupe, il n'y aura pas une dépense supplémentaire qui ne soit pas gagée par une baisse de dépenses concurrentes. C'est-à-dire que vous me dites, il faut plus de profs, ou il faut rétablir le nombre de profs, où est-ce que je gage? Et pas sur les, pitié, pas sur les bouteilles de vin et les paquets de tabac. Pas des trucs qui n'existent pas. Sinon, on se délaisse de la responsabilité. Et moi, ce que je regrette, c'est que se prêtent à ce jeu, parfois, des gens qui sont appelés à gouverner. Je regrette parfois que sur le flanc gauche, parce que ils sont à ma droite désormais, je voisine avec des gens qui pensent comme moi et qui font l'inverse de ce qu'ils pensent. Parce qu'ils sont dans une coalition qui les invite plutôt à dire « c'est pas grave, 10 milliards, 15 milliards, levons la main, allons-y gaiement ». Et moi, ça m'inquiète, ça, je le dis très franchement. Après, pardon, je suis long, mais c'est un sujet important pour moi. Je trouve bien qu'il y ait des débats. Je trouve que, au fond, qu'on renoue avec l'idée que c'est mieux d'avoir des débats, c'est bien. Mais ne gâchons pas les débats par des débats inutiles. Parce qu'à la fin, on n'a pas le temps. À la fin, on ne sait plus ce qui sort de tout ça. Parce que si vous connaissez un Français qui sait qu'est-ce qui a été voté, là, il y en a encore qui doivent penser que quelqu'un avait inventé une taxe sur les chiens. Alors qu'elle n'a jamais existé. Par contre, il y avait une proposition de M. Caron pour une taxe, pour comment dirais-je, un crédit d'impôt sur les croquettes. Enfin, je veux dire, des chiens, hein. Et les chats, parce qu'il ne faut quand même pas oublier les chats dans l'opération. Bon, est-ce que c'est sérieux? 6 milliards. On a quand même perdu 20 minutes sur un sujet qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc, il ne faudra pas critiquer les médias, il ne faudra pas critiquer les gens dans la rue. Si nous ne donnons pas nous-mêmes l'exemple d'un débat qui soit un débat, on peut débattre de est-ce qu'il faut plus ou moins de fonctionnaires et où. On peut débattre de c'est quoi la trajectoire de la loi, la loi de programmation militaire, des lois de programmation. On peut débattre de ça. On peut débattre de tout. Est-ce que, compte tenu des enjeux climatiques, il ne faut pas réajuster pour ça? Est-ce que l'effort sur les retraités, il est trop ou pas assez? Et la part de ce que doivent être les efforts des salariés ou les autres. Mais s'il s'agit juste d'être populaire, quand on cherche juste à être populaire, on finit par être populiste. C'est assez simple en fait. Quand vous dites juste la seule ligne qui est la mienne, c'est est-ce que ça déplaît à quelqu'un, à la fin, vous finissez avec les populistes. Parce qu'à la fin, vous ne prenez aucune décision dont vous pensez, imaginez, croyez qu'elle pourrait déplaire. Mais à la vérité, je pense que les gens, les citoyens, les gens que je rencontre comme vous, ils ont envie qu'il y ait un peu de constance dans les idées, c'est-à-dire qu'on ne change pas de lorgnette tout le temps, et ils ont un peu envie de courage. C'est-à-dire que des élus disent ça c'est possible, et ça c'est pas possible. Et dans les différentes fonctions que j'ai exercées, locales comme nationales, il faut savoir dire aux gens non. Parce qu'à ce moment-là, le oui est un vrai oui. Parce que si vous dites toujours oui, en fait votre oui ne vaut rien. Parce que les gens savent qu'à la fin, vous leur racontez des carabistouilles, pour pas dire plus que ça. Parce que les électeurs, ils nous voient, ils nous regardent, ils nous sentent. C'est animal aussi ce truc. Et si vous leur dites, je dépense 40 milliards de plus, je dépense 20 milliards de plus, et on trouverait l'argent où qu'il est, comme disait Georges Marchais, personne ne croit ça. Personne ne croit ça. Et donc, chercher uniquement à être populaire, à la fin, c'est aller chez les populistes. Et moi, je ne laisserai pas ce débat-là se galvauder. Alors, on va voir comment ça se termine, pour finir sur le sujet. Je ne suis pas de ceux qui disent pitié, pitié, un 49.3, c'est quand même curieux. J'entends même dans l'opposition que les gens qui nous disent mais pourquoi vous ne faites pas un 49.3? Pardon, on ne veut pas déranger, mais on trouvait qu'il y avait un Parlement et que le Parlement s'était fait pour parlementer. C'est l'origine du mot quand même. Alors si maintenant le Parlement réclame le 49.3, autant tout de suite se saborder et donner les clés du camion à des gens qui pensent que le Parlement est inutile. Moi je pense que le Parlement c'est utile, mais il est d'autant plus utile qu'il pose les vrais sujets, les vrais débats, les vrais enjeux, et qu'il a le courage de dire ça je peux, mais ça je peux pas. Parce que sinon c'est pas crédible. Et donc on va essayer, est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout? Enfin, ça fait 15 jours qu'on nous dit il y a 1500 amendements, il faut les retirer. Tout le monde dit oui, il faut retirer les amendements, hein, parce qu'il faut qu'on arrive à finir avant, tout le monde connaît les dates. Hein. Hier à 23h30, il est temps de se rendre compte qu'on finit à minuit. Enfin, je veux dire, il est minuit, quoi.
C'est des règles assez connues d'avance. Il reste 430 amendements. Bon, je le dis d'autant plus que moi, j'essaie de dire des choses que j'essaie d'appliquer dans mon groupe. Nous avions 72 amendements au PLF, partie 1, et 112 en PLFSS. 112. Voilà. Si tout le monde avait fait cet effort de rigueur, on peut économiser de la pensée, parce que quand on économise des amendements, on économise tout court, d'ailleurs. Si on avait tous fait cet exercice-là, hier on avait voté le PLFSS, et demain on voterait le PLF. Bon, moi, si on se divertit sur des critères comme ça, on passe un temps fou sur des choses et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au fond, au-delà du caractère un peu chaotique, mais c'est le débat. Quand vous regardez les débats, y compris il y a très longtemps, c'était parfois ce sentiment-là qui régnait. Mais au moins, on était sur des vrais sujets, tandis que là, on est en train de débattre sur des sujets qui ne font pas du tout écho à ce que moi, j'entends. Mais peut-être que je vis à Marche Noire dans mon village, sur une planète curieuse. Mais personne me parle de mes débats, et de nos débats parlementaires, et personne ne comprend ce qu'on fait. Les gens, à la fin, ils vont juste dire « Oh là là, il va y avoir beaucoup d'impôts ». C'est ça qui va sortir. Alors que ce n'est pas ça la volonté du gouvernement, et ce n'est pas la volonté qu'on porte. Anita. À propos de volonté du gouvernement, il y a une chose qui m'a quand même beaucoup surpris et qui surprend beaucoup de monde, c'est qu'il existe un bloc central. Bon, déjà, le terme est un peu nouveau. Alors, je voudrais savoir qui a inventé ce terme, je trouve ce moment intéressant. Donc, un bloc, d'accord, mais il y a des groupes. Je ne suis pas sûr que M. Wauquiez aimerait le terme de bloc central. Je pars. Oui. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a même pas un embryon d'intergroupe. Oui, alors attendez. Est-ce que vous vous concertez de temps en temps, à part le mardi matin quand vous prenez café croissant chez le Premier ministre? Et alors, deuxième question, elle est peut-être un peu désobligeante pour la personne visée, mais la ministre chargée des relations avec le Parlement. Je croyais que c'était moi, donc ouf, c'est sur quelqu'un d'autre que ça tombe. J'ai eu peur. Alors, voilà, je laisse un point d'interrogation à des pardon. petits points. Alors, on va aller au bout. Moi, j'ai vécu 2017-2018, avant d'être moi-même, d'ailleurs, ministre des Relations avec le Parlement. Donc, j'ai été 4 ans, 3 ans et demi, presque 4 ans, ministre des Relations avec le Parlement. On invente des intergroupes qui n'ont jamais vraiment existé. Je rappelle, sans être désobligeant avec personne, qu'en 2017, il était interdit aux députés du groupe En Marche de signer des amendements avec le groupe Modem. Enfin, on a un peu perdu cette période heureuse c'était pas de l'intergroupe, c'était juste de la ségrégation. Donc, je veux dire, cette culture-là, et pendant 7 ans, il y a eu des dialogues entre les groupes, mais un intergroupe, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on prend des décisions communes, c'est pas juste, on se retrouve dans la même pièce. Alors, si c'est ça la question, oui, on fait des intergroupes tout le temps. Bon. Deuxième élément, moi j'ai horreur de rentrer dans quelque chose, et je l'ai dit au Premier ministre, y compris la première réunion qu'on a pu faire avec les différents protagonistes du bloc, du socle, de ce que vous voulez. Appelons-le, je vais essayer de trouver un autre terme. On n'ose plus parler de majorité, c'est pour ça qu'on essaye d'inventer des termes Non, nouveaux. mais je le dis avec sérieux. J'ai dit au Premier ministre, à Michel Barnier, Michel, il faut qu'on se dise ce sur quoi on n'est pas d'accord et ce sur quoi on est d'accord. Quelle est la difficulté pour nous tous, il faut être humble, et pour le Premier ministre, c'est qu'on s'est constitué ensemble sans avoir parlé ensemble de ce qui était... Mais le résultat des urnes et la construction qui a amené, ou la déconstruction d'une certaine façon, qui a amené à avoir Michel Barnier comme Premier ministre, ça produit ça. Il y a de grief à faire à personne. Bon. Donc, partant de là, il faut qu'on arrive à construire des process, et alors on est encore avec nos vieux process. Il faut faire un intergroupe. Ok. C'est quand même des gens, il y a 2 mois, qui, par-dessus la frontière invisible de l'Assemblée nationale, sur les bancs, vous y avez assisté, ne se disaient pas que les mots de l'amour, ou alors quelque chose m'avait échappé. Nous étions opposés avec un certain nombre d'entre eux. Je pourrais même pousser la manie jusqu'à dire qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas appelé à voter et à faire le barrage contre le Rassemblement national. Mais, pardon des offenses en bon démocrate chrétien que je suis, mais vous ne pouvez pas demander à des gens en 2 mois de tout d'un coup dire la révélation, le chemin de Damas, pardon, de toutes ces allégories démocrates chrétiennes, mais je découvre tout à coup que mon voisin n'était pas un adversaire, mais était un ami. Non mais, je veux dire, on ne vit pas dans le monde des bisounours quand même. Donc le mieux, dans ces cas-là, c'est d'essayer de trouver des process et des méthodes pour dire ce sur quoi on est d'accord. Ça nécessite que chacun fasse sa part de l'effort. Je l'ai encore dit d'ailleurs hier au petit-déj de majorité. C'est pas Marc Fesneau, j'arrive, j'ai mes lignes rouges, je bouge pas de ma ligne rouge, et donc moi je me fiche de ce que pensent Attal, Wauquiez et Marcangeli. Non. On soutient, je crois qu'on soutient tous Barnier, et que tous, on n'a pas envie que Barnier échoue. Si j'étais malicieux, je dirais
pour l'instant. Mais en tout cas, personne n'a intérêt à ce qu'on n'ait pas un budget. Donc, il va falloir, et je le dis d'autant plus sereinement que moi, je ne suis jamais rentré avec des lignes rouges. J'ai dit sur les retraites, c'est pas j'en veux pas ou j'en veux, c'est est-ce qu'il n'y a pas un chemin. Sur la question de l'exonération des charges patronales, c'est pas je shoot l'article 6. Je dis, regardons quelque chose qui soit à la fois économisateur de recettes, de dépenses de l'État, parce que c'est quand même des dépenses de l'État. Enfin, je veux dire, on va pas se raconter l'histoire, c'est 90 milliards cette affaire. Bon, c'est la compétitivité des entreprises. Mais on sait bien que quand on exonère les charges patronales au-dessus de, allez, on va dire 3 SMIC, je suis sympa, il n'y a pas d'effet, il y a juste un effet d'aubaine. Mais très bien, grand bien face aux entreprises qu'ils font, mais ça n'est pas incitatif de recrutement d'un salarié. Or, le sujet, c'est limiter les trappes à salaire et permettre de le faire. Donc tout ça, on doit pouvoir en discuter. Donc, on se parle, ne faisons pas des drames, y compris quand je parle avec Laurent Wauquiez, c'est pas simplement pour s'engueuler, on peut aussi se parler, ne pas être en accord, c'est la vie démocratique. Il va falloir qu'on apprenne en France à ce que, quand on est dans quelque chose qui ressemble à une espèce de coalition, sans avoir les prérogatives d'une coalition, puisqu'elle n'a pas négocié préalablement son contrat de gouvernement. Bon, ça n'a pas été fait avant, il faut peut-être le faire là, pendant. Et l'exercice budgétaire doit nous inviter à trouver une méthode, et j'ai demandé, et nous le partageons avec tous, c'est mettons-nous d'accord et mettez-nous d'accord. C'est-à-dire, à Matignon, la légitimité et la prérogative de dire, voilà le terrain d'atterrissage pour nous tous. Le Premier ministre s'est engagé, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire pas plus tard que dans les jours qui viennent, pour ne pas dire dans les heures, à nous recevoir tous individuellement et après collectivement pour dire, voilà les terrains sur lesquels je compte atterrir. Pour qu'on se mette autour de la table, parce qu'il faut que chacun accepte sa part de paume, et donc de gagne. Parce que moi, si mon sujet, c'est juste de dire, je reviens devant les députés MoDem, démocrates, en leur disant, j'ai eu le scalp de tous les autres, les autres ne vont pas être contents. Donc le respect en coalition, c'est qu'on est obligé de faire la part de ce sur quoi on n'était pas d'accord. Et donc, cette méthode n'existait pas parce qu'on ne sait pas faire ça en France. Et on ne sait pas le faire parce que le système, on est dépourvu dans ce pays d'un système où on sait se mettre d'accord, quand bien même on ne part pas des mêmes positions, si on n'a pas de majorité absolue. Parce que la cinquième, la démocratie parlementaire, parce qu'elle est plutôt parlementaire, contrairement à ce qu'on croit, qui a été construite, elle a été construite sur la base de le fait majoritaire s'impose. Sauf qu'il n'y a plus de majorité réelle. Elle est relative, pour ne pas dire très, très relative. Et donc ça oblige quand même à se parler entre nous, majorité, mais même, je le dis moi, et je le dis souvent à mes voisins du flanc gauche, je dis, et vous ne croyez pas que si on arrivait à se mettre d'accord avec nous, qui soutenons le gouvernement, et des socialistes, on aurait un budget, et on l'imposerait, y compris au gouvernement. Sauf que là, on organise notre impuissance et notre impotence. Donc à nous de mettre de l'ordre en sein de la majorité. Il faut prendre le temps des habitudes, parce que je reconnais que c'est des affaires humaines aussi, la politique. Non mais, c'est des affaires humaines. Il y a quand même des gens qui, pendant 7 ans, se sont opposés à nous, et ils avaient le droit, c'est la démocratie. Donc vous ne pouvez pas dire, en fait, je l'ai d'ailleurs dit dans une réunion, je ne dirais pas qui a dit ça, mais lors de cette première réunion, quelqu'un dit, en fait, on est d'accord sur tout. Je dis, pardon, si on avait été d'accord sur tout, on serait dans le même gouvernement depuis 2017. Manifestement, nous n'étions pas d'accord sur tout. Mais il faut qu'on arrive à le poser sur... C'est pas un drame que je ne sois pas d'accord avec Wauquiez ou avec Attal. C'est juste, il faut qu'on se le dise. Et à partir de là, qu'on construise quelque chose de quel est le contrat qu'on noue entre nous. Quels sont les sujets sur lesquels on sait qu'on peut avancer? Quels sont les 5, 10 textes sur lesquels on... Et après, il sera grand temps de... Parce que je vois très bien qu'il y a aussi des gens qui... Il me semble qu'il y a une course qui s'organise pour 2027, si j'ai bien compris. J'ai l'impression que des gens penseraient à cet horizon-là. Mais pas la peine d'y penser si on se gaufre, pardon de l'expression. Pas la peine de penser à 2027 si on échoue. Hein. Et je ne suis pas concurrent. Vous voyez ce que je veux dire sur l'hippodrome. Mais si on échoue, ce n'est pas l'échec de Barnier, hein. C'est l'échec de ceux qui pensent qu'il y a une voie qui ne soit pas la voie tiraillée par les populistes. Donc, je ne désespère pas du tout, mais je reconnais volontiers, pour faire écho à la question, que pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment. Bon, on va être dans le money time budgétaire. Et donc, à chaque fois, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Donc, pour rebondir avec tout ce que vous venez d'annoncer ou de parler, vous pensez quoi et quelle est votre analyse de l'abstention? Première question. Et complètement différent, que pensez-vous de la situation en Nouvelle-Calédonie? De l'absentéisme ou de l'abstention? L'abstention et l'absentéisme, oui. L'abstention de là-haut, on voit. De quoi? Dans le vote. À l'Assemblée? Oui, à l'Assemblée, bien sûr. Oui, l'absentéisme, donc, et Nouvelle-Calédonie. Bah si, c'est plutôt ça. C'est pourquoi les gens ne sont pas trop présents.
D'abord, je ne nourris jamais la bête populiste, moi. Bon, les parlementaires absents, ils ne sont pas à l'aquaponie. Hein. Ils ne font pas des UV, en fait. Les parlementaires absents, ils font autre chose. Ils sont en circonscription parce qu'on leur a expliqué, dès qu'ils ont été élus en juillet 2024, que peut-être qu'on y recommençait, on y retournait en juillet 2025. Donc il faut reconnaître qu'ils ont le droit de se préoccuper de ce qui se passe en circonscription, parce que c'est comme les électeurs qui les élisent. Vous voyez, c'est pas nous qui les élisons. Deux, il faut qu'ils aient le sentiment, c'est pour ça qu'on a besoin, ça rejoint votre question, qu'on a besoin de combats collectifs et de porter quelque chose. Ils ont besoin d'avoir des combats collectifs. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Mais moi je ne laisserai pas dire que les parlementaires, quand ils ne sont pas là, parce que je passe mon temps dans la boucle, parce qu'on a tous des boucles, comme vous savez, il y en a beaucoup trop d'ailleurs des boucles, Telegram, WhatsApp ou autre, je passe mon temps à dire revenez de commission, courir en séance. Qu'est-ce que c'est que cette organisation du travail parlementaire? Vous avez des gens qui votent les crédits de la partie 2, tandis qu'on débat de la partie 1, et si la partie 1 n'est pas débattue, il n'y aura pas de partie 2. Bon, honnêtement, c'est grotesque. Hein. Alors, je sais que les temps ne sont pas à de grandes réformes, mais je sais que la présidente Braun-Pivet y était, et d'autant que je vous rappelle qu'avec Yael et avec Richard Ferrand, nous avions été ceux qui avaient travaillé sur cette question, c'était des temps immémoriaux, c'était en 2018. Mais les problèmes restent les mêmes. On a une organisation du temps parlementaire. Je ne veux pas faire tout le temps l'éloge du Sénat, parce que moi je pense que le Sénat est à sa place, mais l'Assemblée doit être à la sienne. Tout ne se passe pas au Sénat. Mais le Sénat sait organiser ses travaux parlementaires. Vous avez quelque chose chez nous qui est désorganisé, et où chacun alimente la bête, parce que personne n'accepterait de dire on ne siège que là. Non, non, il faut qu'on ait une commission, il faut des commissions d'enquête, il faut des groupes d'études, il faut des groupes d'amitié, toutes choses dont on peut discuter du crédit qui est accordé par la population à la réalité de ça. Je pense qu'ils préféraient qu'on soit tous en séance à débattre, plutôt que de ne pas savoir où on est, alors qu'on est quelque part. Donc voilà, il y a une question de, combat commun quand même, pour avoir quelque chose à porter, donc il faut qu'on ait... Deux, c'est une majorité, je dis très très relative. Quand RN et NFP, c'est arrivé à plein de reprises depuis le début des débats budgétaires, sont ensemble, on perd, hein, parce qu'ils sont plus que nous. C'est pas une majorité alternative, c'est une majorité en contre. Mais c'est pas une majorité en pour, ils votent contre, ou ils votent les amendements incarnation du populisme. Et donc on a besoin de travailler sur cette question. J'aimerais qu'on puisse posément... Voilà. On est le pays d'Europe, si ce n'est du monde, qui passe le plus de temps sur le budget. On commence quand les saisons sont bonnes, à la fin du mois de septembre. On finit quand les saisons sont bonnes, juste avant Noël. 3 mois. 3 mois. Alors, je sais que nous votons des budgets toujours en équilibre, remarquables d'exigences budgétaires, donc c'est pour ça qu'il faut 3 mois pour faire un budget aussi académique. Mais peut-être pourrait-on se poser la question, en plus de l'efficience de nos débats budgétaires. Enfin, et du caractère, comment dirais-je, on met en scène notre impuissance parlementaire en faisant ça. Parce qu'on dit, je veux dépenser 1 milliard de plus, sur quoi tu le gages? Sur les tabacs, très bien. C'est déresponsabilisant. Et je trouve qu'on a besoin, moi je crois trop au parlementarisme et aux parlementaires pour laisser aller les choses sur la question de la présence, de la responsabilité. Ça rejoint ce que j'ai dit en écho sur être parlementaire, c'est prendre des décisions difficiles, parce que sinon c'est pas parlementaire. C'est le copain avec qui on partage des moments conviviaux et à qui on dit je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas le sujet en fait. Jacques et puis François. Oh, ah oui, la nouvelle C'était la question sur la la Nouvelle-Calédonie. Pardon. C'est quoi la... Alors, je vais être très humble, c'est pas une situation, généralement je suis assez 360 degrés, c'est pas le sujet que je connais le mieux, donc je m'avance avec prudence sur ce sujet-là. Je pense qu'on a... Alors, d'abord, on a un sujet ultramarin qui est quand même un sujet extrêmement tendu partout sur les territoires ultramarins, et je salue l'engagement des ministres précédents et l'engagement de François-Noël Buffet, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, avec des extensions extrêmement fortes, et nous sommes au devant peut-être d'une crise assez majeure dans les territoires ultramarins, qui est une crise peut-être identitaire, certainement économique et sociale, un sentiment de délaissement et en même temps de mépris, enfin bref. La question calédonienne étant une question par ailleurs à part d'un processus, moi je pense que c'est bien que à la fois le ministre des Outre-mer, mais aussi le Premier ministre se saisisse de cette question calédonienne, parce que c'est une question de la continuité de la parole de l'État depuis les accords de Nouméa. Il y a quelque chose d'un engagement et d'un process qui a essayé d'être construit.
il faut le faire dans un équilibre qui est très fragile. Cinquième élément et des grandes difficultés calédoniennes, c'est le sujet du nickel et en particulier de l'équilibre économique, parce que tout dépend de cette économie-là, et ça, c'est en train de s'effondrer. Donc voilà, je n'en dire pas plus. Je ne serai jamais dans quelque chose qui viendrait sur ce sujet-là souffler sur les braises. D'abord, c'est pas mon tempérament, comme vous savez, mais le yaka faucon dans ce sujet-là et dans cette matière-là. Alors après, il y a eu deux référendums. Hein. 3 référendums. La question qui se pose, c'est la question du collège électoral. Il y a des choses qui avaient été écrites. Donc il faut que nous tenions la parole de l'État, mais que les parties prenantes qu'on signait, même si ni Jean-Marie Tjibaou, pour les raisons qu'on sait, ni Jacques Lafleur ne sont plus là, pour des raisons aussi qu'on sait, il y a quand même une parole collective qui a été tenue. Et la question du collège est une question qui n'est pas fausse, parce qu'on a quelque chose quand même qui est un peu iconoclaste de la situation calédonienne. Donc voilà, plus quelque chose que je dis au passage sur les territoires ultramarins, ça prouve d'ailleurs que nous sommes passés dans un monde, c'est les ingérences étrangères puissantes, y compris très lointaines, par rapport à ces territoires-là, qui viennent déstabiliser ces territoires. Alors sans faire dans le complotisme de comptoir, on a besoin d'y veiller, parce que dans cette déstabilisation générale du monde, il y a des gens qui ont intérêt à affaiblir toutes nos positions, et quand vous regardez sur la plupart des territoires concernés, il y a quand même des ingérences qui sont assez puissantes. Voilà, pardon de ne pas avoir répondu. Reconnaissez-vous avoir échoué quand vous étiez ministre de l'Agriculture, puisque la semaine prochaine, en milieu de semaine, je crois, les barrages routiers devraient reprendre? Votre question est un peu courte et lapidaire, si je peux me permettre. D'abord, moi, je n'ai jamais fait les gros bras. J'ai toujours dit que c'est un jeu réciproque, cette affaire-là. D'abord, n'oublions pas le contexte. Il y a des élections syndicales à la fin du mois de janvier. Pour la première fois, je crois comprendre qu'il y a une bataille syndicale. C'est-à-dire que la prééminence est chahutée. Avec un sujet de vote, puisque c'était l'une des rares corporations qui votait à plus de 50% pour ses représentants syndicaux. Et une bataille de prééminence des uns et des autres. 2, il y a le phénomène populiste est entré aussi dans le sujet agricole. C'est-à-dire que dans la profession agricole, il y a beaucoup de gens qui, syndicalement, poussent il faut sortir de l'Europe, il faut sortir des accords, il ne faut plus de normes, tous ces fonctionnaires nous emmerdent. Enfin, et quand je dis ça, je suis encore poli. Bon. Moi, je ne fais pas de la politique comme ça. Donc moi, je ne dis pas il faut supprimer tous les organismes, il faut supprimer tous nos contrôles, et l'environnement, tout ça, c'est des conneries. Bon. J'assume de faire de la politique comme ça. Parce qu'à la fin, je sais qu'en disant ça, j'aurais menti. 2, j'ai toujours dit que la simplification, le grand soir de la simplification, c'est comme la révolution. On va supprimer les normes. Alors on fait le grand soir sans les normes. Et puis on se rend compte que c'est compliqué. Parce que les normes, c'est ce qui protège le gars qui respecte le sanitaire de celui qui ne les respecte pas. Les normes, c'est celui qui protège les appellations d'origine française des appellations d'origine d'un autre pays, comme je ne veux pas être offensant, pas faire de crise diplomatique, qui, lui, ne les respecte pas. Donc la norme, elle est parfois contraignante, mais cette contrainte, parfois, elle produit de la protection. Heureusement qu'on a des normes sur les automobiles et heureusement qu'on a des normes sur l'alimentation. Sinon, nous verrions arriver des produits qui ne satisferaient pas à nos normes. La difficulté, c'est que la temporalité de la demande est plus rapide et nous sommes dans un moment d'immédiateté. Et le monde agricole qui connaissait plutôt le temps long, c'est lui-même dans le moment réseau social, éruptivité, etc. Moi, quand on a posé sur la table un certain nombre de réponses, quand j'entends parfois certains responsables syndicaux dire « je ne comprends pas que les mécanismes de défiscalisation ou d'avantage fiscal ne soient pas votés », pardon, j'étais dans les bureaux à ce moment-là, tout le monde savait que c'était au budget 2025. Et le budget 2025, c'est incroyable, mais il est voté en novembre 2024. Donc je comprends la surenchère, parce que personne n'est dupe de tout ce petit exercice. Mais je pense que ce serait faire défaut, ça serait, comment dirais-je, être offensant avec le monde agricole et méprisant que de les prendre pour des imbéciles. Le moment budgétaire, on le sait, la simplification, l'affaire du contrôle unique, et je me félicite que Annie Genevard ait pu finaliser le travail, pour faire un contrôle unique, il y a quand même des régions qui financent, il y a des départements qui financent, il y a l'État qui finance, il y a l'Europe qui finance. On peut toujours dire je fais le contrôle unique, si c'est pour qu'à la fin on reprenne les aides parce qu'il n'y a pas eu assez de contrôle, c'est un petit problème. Donc c'est du temps. Donc la question de la simplification, c'est du temps. Troisième élément, on est dans un mécanisme de simplification qui était porté par un certain nombre de véhicules législatifs. Loi d'orientation agricole. J'entends que certains disent dans le monde agricole, il faudrait peut-être que la loi elle arrive un peu plus tard par rapport aux élections. Bon, moi je pense qu'il aurait été mieux qu'elle soit tout de suite sur la table, puisqu'elle avait été votée à l'Assemblée nationale avec les votes des LR
et l'abstention positive, pas l'abstention cachée, des communistes. Bon, ben moi je ne fais pas de grief, je dis juste, je constate, et je pense qu'il faut que chacun soit face à ses responsabilités. Non, ça ne va pas être l'espèce de truc où on passe toute la politique agricole commune et ce qu'ont été les principes d'une politique agricole française au lance-flamme, parce que ça c'est grotesque en fait. Ça c'est le populisme. Moi je ne me laisserai pas aller au populisme, y compris sur ces sujets-là, et Dieu sait si je me suis impliqué. Quatrième élément pour répondre à votre question, on est dans un moment en plus, jeu de malchance, où l'année agricole est catastrophique. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on était sur une crise identitaire, crise de foi, FOI. On ne sait pas ce que vous voulez de nous. C'est ce en quoi a répondu la loi d'orientation agricole, les textes budgétaires qui arrivent maintenant, parce que c'est comme ça que ça arrive, les œuvres de simplification qui continuent à se dérouler. Donc, mais la crise de foi, vous reconstituez pas une relation et une, comment dirais-je, le sentiment pour le monde agricole d'être aimé par les 60 millions et quelques d'habitants français qui ne sont pas issus du monde agricole. Bon, ça se reconstruit pas comme ça. Et j'ai jamais dit que ça serait réglé, si vous reprenez mes déclarations, en 5 minutes. Jamais j'ai cru ça. Ceux qui croient ça, c'est des gens qui font des balivernes. Mais en plus, arrive une année agricole très difficile. Un qui doit nous inviter quand même à organiser la résilience de l'agriculture, parce que je veux dire, aucune agriculture et aucune économie ne peut résister à 2 années de sécheresse, 1 année d'inondation, si je résume. Aucune. Aucune. Donc il faut qu'on prépare le monde agricole. C'est la question des réserves de substitution. C'est la question de se dire quelles sont les cultures qui sont les plus adaptées à un changement climatique. Personne, enfin, tout le monde ou personne n'est responsable du changement climatique, en tout cas les agriculteurs, pas plus que les autres. Enfin, si on ne les prépare pas à ça et qu'on leur dit continuez à faire des cultures très consommatrices d'eau dans des zones où il y a moins d'eau, ou dans des zones où il y a beaucoup d'eau, puis plus du tout d'eau, bah, si je dis allez-y, faites comme avant, je pense que ce n'est pas une bonne œuvre. Et on a besoin, pour finir, de faire passer le cap d'une forme d'un sujet de trésorerie. Parce que là, les trésoreries sont asséchées par ces années de crise. Mais on a sous les yeux la fin du modèle agricole tel qu'on l'a connu, parce que nous avions construit un modèle agricole sur un sujet qui était formidable pour la France, c'est des terres plutôt productives, des agriculteurs très formés, on a un système d'enseignement agricole qui est formidable, et 3, un climat tempéré. Nous voyons disparaître sous nos yeux le climat tempéré que nous connaissions. C'est-à-dire que nous allons vivre dans le régime des excès. Et donc on a besoin de préparer l'agriculture, et c'est ça qui crée la tension. Donc si on croit que c'est juste une mesure et 1 milliard ou 500 millions qui vont résoudre le problème, donc il faut arriver à donner de la temporalité court terme, moyen terme, ce qu'on a essayé de faire, et ce que poursuit le gouvernement, je crois que c'est l'intention ferme et de Michel Barnier et d'Annie Genevard, puis il y a le long terme. Parce que le yaka-fauconisme ambiant, ceux qui disent qu'il n'y a qu'à plus faire de commerce international, il faudra l'expliquer aux céréaliers, il faudra l'expliquer aux gens qui font du lait et des fromages, il faudra l'expliquer aux gens qui vendent du vin. Et du porc. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la volaille, parfois. Je veux dire, et donc cette crise, elle est au bout, je l'ai toujours dit, c'est une crise c'est une sédimentation de 25 ans où on ne s'est pas compris. Et on a laissé donner le sentiment que le monde agricole était ostracisé par le reste de la société. Donc ça, c'est long. Donc je ne reconnais aucun échec de ce point de vue-là. Je reconnais que c'est du temps long et que quand on est un peu humble, on ne croit pas qu'à soi tout seul, quand bien même on reste pendant 2 ans et demi, mais dans la période de crise, c'était que 6 mois, on arrive à tout résoudre. Mais je pense que, vous verrez d'ailleurs, tous les jalons qu'on a posés, parce que tout ce que je lis aujourd'hui dans la presse, c'est des gens qui se félicitent de choses qu'on a pensées, commencées et qui sont en train de se finir d'un processus initié sous la crise. Voilà, il faut juste du temps, un peu. On a réformé la PAC en 6 semaines. Je demande dans l'histoire de la politique agricole commune, quand est-ce qu'on a pu réformer la PAC en 6 semaines? Je pense que ça n'est... Enfin, je pense pas. Je peux vous dire que ça n'est jamais arrivé. Donc on a accéléré quand on a pu accélérer. Puis il y a des process qui sont parfois un peu plus longs. François. Oui, le Premier ministre a réuni le gouvernement pour lui demander de penser à 2027 et de sortir du bourbier budgétaire. Quelles sont les lignes bleues du MODEM d'ici 2027? C'est joli votre question. Bleu Horizon, donc, toute référence avec un parti ayant existé, enfin existant, ayant été créé, serait fortuite. Moi, je trouve que d'abord, le Premier ministre a raison de dire qu'il faut qu'on regarde un peu au-dessus de ce moment budgétaire, parce que ce moment budgétaire, il s'impose à nous tous, majorité d'ailleurs comme opposition. Donc ceux qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi, c'est grotesque, honnêtement. On a besoin d'un budget qui soit crédible pour nos emprunteurs et supportable par les entreprises et les Français. Bon.
Donc il faut qu'on le passe, c'est un moment compliqué, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il faut qu'on le passe. Moi, il me semble qu'on a plusieurs sujets. Je pense que on parlait à l'instant sur la question agricole, le sujet de la simplification est largement devant nous. Le sujet globalement démocratique, alors c'est la répartition des pouvoirs, c'est l'agenciarisation de l'État, c'est ce qu'on a dit sur le fonctionnement. Je pense que c'est un sujet qui est très largement devant nous et sur lequel il me semble qu'on pourrait travailler. Le sujet, j'étais très attentif à ce qu'a dit Michel Barnier sur il faut qu'on prépare la France à la résilience climatique. Et la résilience climatique, c'est juste pas seulement résister à un moment d'inondation comme le vient de le vivre les Espagnols, c'est résister à des chocs climatiques qui vont mettre en cause les entreprises, les exploitations agricoles, le modèle dans lequel nous étions habitués à vivre. J'en parlais une fois avec un grand réseau bancaire qui m'expliquait que dans leur stratégie d'aide aux entreprises, ils regardent si l'entreprise est dans une zone à risque climatique désormais. Ce qui est quand même un truc particulier, c'est-à-dire que dans les zones d'expansion de bassins de crues, etc., ils commencent à dire, là, j'aide pas parce que là, je sais qu'il aura un accident climatique tous les 4 ans, et donc mon risque financier est plus grand que dans une zone à l'abri de ça. Bon, donc il va falloir qu'on tire les conclusions. Donc il me semble que ces éléments-là pourraient être déjà des éléments posés sur la table. Puis dernier élément, et j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est beaucoup ce qui nourrit l'actualité, d'ailleurs les gens me parlent plutôt de ça que de nos affaires budgétaires, c'est les questions autorité de l'État. Je pense qu'on a un sujet d'autorité de l'État qui ne nécessite pas forcément de rajouter une loi à la loi, mais je pense que les gens ont le sentiment que les lois ne s'appliquent pas ou qu'elles s'appliquent de façon différenciée, que la loi s'applique trop tard, et 3, qu'on est globalement impuissant face à des phénomènes qui ne sont pas simples à résoudre, hein, le narcotrafic, etc. Et donc là, pour le coup, il faut qu'on arrive, mais c'est pas des paroles verbales, comme disait l'autre, c'est pas de la loi, c'est juste qu'il faut qu'on arrive à mener des politiques publiques qui soient plus efficientes et en essayant d'apaiser le débat, parce que je veux bien tout, mais on ne peut pas laisser prospérer les trafics de drogue comme ils se sont... Et Gérald Darmanin avait très bien identifié le problème, puisqu'il a lui-même commencé, mais c'est une œuvre de très long terme. Et je trouve intéressant que Michel Barnier porte cet horizon moyen-long terme, parce qu'il faut arrêter de penser que c'est ce que je disais sur l'agriculture, que c'est le coup d'un jour qui suffit à résoudre un problème. On a besoin de continuité dans l'action de l'État. Et donc ça, voilà, quelques balises, quelques éléments sur lesquels il me semble que c'est important d'aller. Non, c'est dans le paquet démocratique. Ah, vous voulez que je vous en parle puisque vous m'obligez à parler de la proportion. Non, oui, ça fait partie. Mais moi, j'ai toujours été de ceux qui disaient 1, il faut la faire, 2, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est un paquet global, la proportionnelle. On me dit, oui, mais si vous aviez la proportionnelle, vous auriez la même assemblée. C'est vrai. Sauf que j'aurais sans doute des socialistes, des écologistes qui porteraient ce qu'ils pensent et pas ce que pense le dominant de leur alliance. Et donc ce serait tout à fait différent. Parce qu'ils seraient le produit de leur élection et pas de l'alliance qu'ils ont subie. Comme d'ailleurs ils la faisaient subir à leurs partenaires quand ils étaient dominants. Bon. Et ça serait totalement différent, je vous assure, à l'Assemblée nationale. Parce que chacun saurait ce qu'est son identité, pourrait venir à ce moment-là dire, je mets sur la table, voilà ce que j'ai défendu pendant la campagne, qu'est-ce qu'on prend dans la coalition? C'est pas du tout la même chose que je subis un émiettement qui n'est pas le produit de chacun a défendu sa cause. C'est au fond, on est le produit soit de ceux qui ont voté Rassemblement National, ceux qui se sont opposés au Rassemblement National. Mais ça suffit pas à faire une cause commune, ça. On l'a d'ailleurs vu. C'est d'ailleurs la limite de l'exercice. Alors que chacun dans la proportionnelle, et donc il y aurait un intérêt à ça. Mais la proportionnelle, c'est aussi une question d'attitude. On revenait tout à l'heure sur la façon dont on pense la coalition, etc. Nous sommes un pays c'est un peu la poule qui a trouvé une fourchette, quoi, quand on parle de coalition, de compromis, une espèce de gros mot. Quand on met ça au milieu de la table, on a l'impression d'être gênant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir qu'on change d'habitude et d'attitude. La proportionnelle est un outil. Mais ne confondons pas les outils qui sont absolument nécessaires, mais au service de quoi? S'il y a une loi immigration début 2025, qu'est-ce qui doit en priorité figurer dans cette loi? Et si on se projette un peu plus, si le gouvernement de Michel Barnier tombe, quel est le profil après du Premier ministre? Comment vous voyez les choses? Je commence par la deuxième question, parce que alors moi, la question n'est pas le profil, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Michel Barnier, en tout cas, vous ne trouverez pas moi le souhaitant, mais Michel Barnier peut tomber, on a exactement un budget à voter et un problème de qu'est-ce qu'on fait pour les 3 et 5 ans et les 10 ans qui viennent. Donc je
pense que ce n'est pas une question de profil, c'est une question politique. Je ne me lasserai pas d'essayer quand même de penser que ça serait mieux, de penser et de faire en sorte que ça serait mieux, et qu'il serait mieux que une partie des gens qui au NFP non pas pensent comme nous, mais peuvent partager des points de convergence, puissent discuter avec nous. Nous qui soutenons Michel Barnier. Ce n'est pas leur faire offense de dire ils pensent différemment, et ce n'est pas leur faire offense de dire peut-être qu'il y a des sujets, d'ailleurs quand vous parlez avec eux en individuel, jamais ils diront ça devant vous, parce qu'ils se sentent menacés, si je peux dire. Ils sont d'accord avec vous. Donc moi, je ne crois pas que c'est comme ça que se pose le problème. Il me semble que c'est pas... Non, ce n'est pas un sujet de personne, et je pense que Michel Barnier, compte tenu de l'expérience qui est la sienne, il n'est pas ailleurs qu'à sa place de ce point de vue-là. Il y aurait pu y en avoir d'autres, comme vous savez. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet prééminent là-dessus. Loi immigration. Moi, je pense que d'abord, il y a deux éléments qui se sont passés depuis le vote de la loi immigration. C'est le pacte asile-immigration. Et donc notre politique nationale découle quand même des schémas européens, et donc il faut qu'on regarde et qu'on screen ce qui relève d'une transposition, d'une traduction, dans des délais courts, pour le coup si on peut le faire, du pacte asile-immigration. Deux, il y a un sujet, si vous me donnez, je vous donne deux priorités, enfin asile-immigration, il y a plein de choses. Hein. Parce qu'il y a quand même une forme d'harmonisation, il y a une forme de raccourcissement des délais. Deux, c'est les sujets qu'on a, c'est-à-dire les gens qui sont en situation irrégulière et par ailleurs qui représentent un danger manifeste, qu'on puisse prolonger la durée de leur rétention, ça me paraît être quelque chose qui ne devrait d'ailleurs pas susciter des cris d'orfraie. Ça, c'est un élément qui me paraît intéressant. Après, moi, je réclame d'abord qu'on nous fasse un bilan, et je le demanderai, de la loi, alors pas que de la loi immigration de décembre 2023, mais de toutes les autres, en fait. Je voudrais juste... Parce que combien ? Les dizaines de lois qu'on a votées sur l'immigration, et ce n'est pas un drame si ça n'a pas marché. Je trouve que d'ailleurs, pour rejoindre ce qu'on disait sur les questions du rôle du Parlement, ce n'est pas idiot qu'on dise aux parlementaires, non pas dans une lecture politique, mais dans une lecture très factuelle, de dire ça marche, ça marche pas, et voilà ce qu'il faudrait changer. Donc il me semble que c'est ces éléments-là sur lesquels nous pourrons travailler, mais déjà dans Asile et Immigration, il y a beaucoup de dispositions qu'on a besoin de transcrire et qui pourraient être utiles. On a déjà un peu dépassé le temps qui nous était imparti, mais une dernière question peut-être. On a appris hier qu'un accord avait été trouvé entre le gouvernement et l'Assemblée pour reprendre les travaux législatifs sur la fin de vie en début d'année prochaine. J'imagine que vous vous en félicitez, alors qu'il y avait eu quelques inquiétudes sur la volonté du gouvernement de relancer ce dossier-là. Et ensuite, sur le véhicule législatif, je crois que ça n'est pas encore tranché. Est-ce que vous considérez que la proposition de loi d'Olivier Falorni, qui fait partie de votre groupe, qui reprend en quelque sorte le travail législatif qui avait été fait pendant le projet de loi, là où il s'était arrêté, est le véhicule à reprendre, ou est-ce que ça pourrait être un projet de loi est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Est-ce que vous avez une préférence? D'abord, merci de cette question, ça me permet de dire une chose. C'est pas parce qu'il y a une dissolution que le travail parlementaire préalable à la dissolution disparaît. Et alors, singulièrement dans cette loi, puisque cette loi était en cours de débat à l'Assemblée nationale et que, du fait de la procédure, on repartirait théoriquement, et on repart théoriquement à zéro. Deuxième élément, je pense que va s'imposer très vite à nous quelque chose, c'est si ça n'est pas une PPL, le calendrier qui est donné n'est pas possible. Pour des raisons que je connais un peu, des anciennes fonctions de ministre des Relations avec le Parlement, qui est qu'à un moment, il faut un texte, il faut qu'il passe au Conseil d'État. Je veux dire, on est quand même le 15 novembre bientôt. Donc si c'est un texte qui doit être examiné fin janvier, ça veut dire qu'il est en commission la semaine d'avant, au mieux. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il soit délibéré avant Noël au Conseil des ministres. Je crois que ça pose, d'un point de vue, si on fait juste la description que je viens de vous faire, ça pose l'idée que c'est plutôt une PPL. Laquelle PPL est protégée juridiquement d'une certaine façon, puisque la PPL d'Olivier Falorni, donc pour répondre à votre question, c'est celle-là que je défends, cette option-là pour des raisons d'abord pratiques. Sauf à ce que le calendrier qu'on nous annonce ne soit pas le calendrier réellement pensé. C'est une PPL qui reprend à date ce qu'ont été les votes et qui reprend par ailleurs ce qui a été la partie qui n'a pas été votée, mais qui est le PJL initial du gouvernement. Bon, je trouve que c'est quand même intellectuellement et politiquement ce qui est le plus satisfaisant.
C'est un texte sur lequel on a besoin de reprendre. J'ai été de ceux, on n'était pas si nombreux que ça à la tribune, au moment de la déclaration de politique générale, à dire au Premier ministre, j'attends une réponse sur le sujet. Donc je suis heureux. Je voudrais saluer à la fois le travail d'Olivier Falorni et le travail de la présidente Braun-Pivet pour faire valoir les droits tout simplement du Parlement. Et d'ailleurs, si le gouvernement n'avait pas voulu l'inscrire, on se serait organisé. Hein. Pas de difficulté. Il y a eu un débat qui était plutôt, m'a-t-on dit, pour le coup j'étais un peu à d'autres tâches, qui était plutôt de qualité, sans excès. Ça n'empêche pas les controverses, et je peux avoir mon propre avis, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais je trouve que laissons faire le débat, c'est une procédure qui n'était pas une procédure accélérée, donc il y avait le temps de finir le débat à l'Assemblée, d'aller écouter ce que voulait dire le Sénat, de revenir à l'Assemblée, mais je trouve que c'est bien qu'on ait donné droit et que le gouvernement ait donné droit à cette demande, et ça ne préempte pas le texte final. Parce que je trouve que sur ces textes-là, on a intérêt quand même, il n'y a pas de vainqueur et de vaincu dans ces textes-là. Qu'est-ce qu'on essaie de construire d'une vision de l'humanité qui est partagée, avec des histoires, des pensées qui sont parfois de nature différente. Mais vous voyez, je le fais avec grand respect. Je respecte ceux qui sont sur telle position et ceux qui sont plus réticents. Il faut qu'on trouve le point d'équilibre, mais pour qu'on trouve le point d'équilibre, il faut qu'on puisse débattre. Donc il faut qu'on le fasse sereinement dans des conditions qui soient celles qui ont prévalu avant la dissolution. J'ajoute, et j'en finis, qu'il y a d'autres sujets sur lesquels je pense que l'Assemblée nationale avait fait des travaux, des PPL qui ont connu leur première lecture. Je pense au sujet de parité dans les conseils municipaux. Enfin, il y a des sujets qu'on pourrait remettre dans la navette, parce que je le répète, la dissolution n'éteint pas le travail parlementaire. Sinon, c'est mettre à bas le travail parlementaire. Et donc voilà pourquoi je suis à la fois heureux et satisfait de cette annonce du gouvernement, sur un temps mi-gouvernemental, mi-assemblée, je le rappelle. Et je pense que c'est la meilleure façon de poursuivre de façon apaisée ces débats-là. Merci beaucoup Marc Merci Fesneau à vous de nous avoir accordé 1 heure et même un peu plus dans un agenda chargé. On vous a vu hier soir tard dans l'hémicycle. Eh oui, jusqu'à minuit.